Bonjour à tous, l'émission Tête à Clash numéro 43 commence avec 4 invités. Un nouveau, mais pas inconnu de vous qui nous êtes fidèles, il s'appelle Étienne Chouard, il est professeur d'économie à Marseille, a priori. Il n'a pas l'accent pourtant, hein, mais bon, c'est peut-être un exilé. Pardon ? J'ai grandi à Paris. Vous avez grandi à Paris, voilà. Et il a écrit un livre qui est un livre d'actualité qui s'appelle Notre cause commune et qui parle de la démocratie telle qu'elle est dans nos pays occidentaux. Il aura l'occasion d'en parler dans quelques minutes et il va s'incruster quelque part dans cette image. Le deuxième invité, c'est sa deuxième ou sa troisième fois et il s'appelle François Sanson. Bonjour François. Bonjour Franck. Très bien. Le troisième, c'est Yves Christen. Là, Yves Christen, c'est sa quatrième ou sa cinquième fois. Merci. Oui. Alors moi, c'est l'inverse de Monsieur Chouard. J'ai grandi à Marseille et maintenant je suis à Paris. Ok, c'est vrai que il vous reste quelque chose qui chante dans la voix. Et le quatrième s'appelle Charles de Bourbon-Parme. Et c'est lui aussi sa quatrième ou sa cinquième fois ici, voire plus. Bonjour Franck. Oui. Bonjour. J'ai pas compté, mais ça doit être ça. Ah, c'est pas mal. Très bien. Nous commençons. Sujet numéro 1. Le sujet numéro 1, c'est l'embrouille entre la France et l'Italie. Alors, en fait, c'est un des développements des Gilets jaunes, hein, qui dure depuis déjà 3 mois. Et les Gilets jaunes ont provoqué un clash qui est inédit en France. Et d'ailleurs, a priori, à la taille européenne, c'est inédit. C'est-à-dire qu'un vice-premier ministre, Luigi Di Maio, un des deux leaders du mouvement qui se partage le pouvoir en Italie, est arrivé en France en prévenant les autorités 1 heure à l'avance pour rencontrer des Gilets jaunes en banlieue parisienne. Ce qui a fait monter d'un cran une querelle qui est déjà ancienne, une querelle entre, en gros, le président Macron et les dirigeants italiens. Et ce qui a conduit au rappel de l'ambassadeur français en Italie, ce qui est la chose qui ne s'est jamais produite depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce clash, messieurs ? Est-ce que vous pensez que c'est un épiphénomène ? Est-ce que vous pensez qu'entre le Brexit d'un côté, les problèmes en Italie de l'autre, la France est en difficulté, ou c'est l'Italie qui est-elle en difficulté ? Est-ce que vous pensez qu'un ministre important d'un gouvernement n'a pas à se mêler d'une querelle qui est intérieure à la France ? Voilà les sujets, je les lance. François Sanson, Oui, Franck, je suis étonné par le fait et la gesticulation de cette histoire de rappel d'ambassadeur. Oui. Je la trouve parfaitement ridicule, évidemment. Excessive ? Elle est de toute façon excessive. Et puis, elle est bizarrement, avec un Macron qui pourtant est un européiste convaincu, étonnamment décalée, puisque l'Europe a elle-même en son sein un certain nombre de structures qui lui permettent de gérer les problèmes inter-États de cet ordre, y compris de cet ordre. Donc ça, c'est clair. Vous ne pensez pas que c'était une mauvaise manière qui a été faite par Luigi Di Maio d'arriver en France sans prévenir ? Mon avis sur les ingérences diverses. Non, mais c'est contraire aux usages aussi. Quand vous venez dîner chez un ami, vous n'allez pas, vous sonnez pas. Il est contraire aussi que les soutiens d'Erdogan puissent venir à Strasbourg faire la publicité chez les Turcs. Il n'y a pas de problème non plus. En fait, je pense qu'aujourd'hui, si on se considère, ce qui est certain, c'est qu'en tout état de cause en Europe, on peut encore circuler librement. Ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent pas d'Italexit. Ça, c'est sûr. L'Europe, elle en a une trouille bleue. Voilà, c'est surtout ça. C'est pas d'actualité a priori. Je suis pas certain que ce soit pas un peu dans les cartons des gouvernants italiens aujourd'hui. D'accord. Ok, donc ça vous semble un événement anodin ? C'est pas tout à fait un événement anodin. Maintenant, il est évident que, premièrement, M. Macron n'est pas tellement bien placé pour faire une telle remarque, puisqu'il a lui-même quand même insulté, avec des termes beaucoup plus vifs, le gouvernement italien. La fameuse lèpre. Et par ailleurs, en termes d'ingérence dans un pays étranger, et rappelons que Mme Merkel a fait quand même la campagne de M. Macron. De quelle manière ? Elle a dit qu'il fallait voter pour Macron, plutôt au deuxième tour des élections présidentielles, et même peut-être au premier tour. Or, c'était là quand même beaucoup plus visible, beaucoup plus important que quelqu'un qui vient dans une réunion en banlieue parisienne dont personne n'aurait parlé, d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu cet élément-là. Par ailleurs, il est quand même classique que des responsables de partis politiques s'expriment dans d'autres pays de la communauté européenne. C'est différent pour Erdogan, par parenthèse, qui n'est pas membre de la communauté européenne. Donc, alors, ceci étant, il y a quand même une partie de psychodrame qui est
qui est assez légitime. C'est clair que Macron s'est posé comme étant le leader de la lutte antipopuliste, et l'Italie occupe exactement la position inverse. Donc, dans ce petit match de boxe, si je puis dire, les positions sont assez légitimes. Vous pensez que c'est Ah oui, c'est une comédie, c'est-à-dire c'est en fait deux positionnements politiques qui s'affrontent. Alors, ce à quoi s'ajoute bien entendu la lutte au sein du gouvernement italien entre Salvini et Luigi Di Maio. Et Salvini, puisque bien entendu... Donc la Ligue d'un côté, qui est perçue très à droite, et le mouvement 5 étoiles, qui cherche des alliés dans les mouvements européens, et c'est vrai que les Gilets jaunes constituent un allié assez légitime pour le mouvement 5 étoiles. Hein. Étienne Chouard, vous l'analysez comment, cette visite de Luigi Di Maio, cette querelle franco-italienne? C'est quand même gonflé pour un président de pays colonialiste, en tout cas avec un fort passé colonialiste, de se plaindre des ingérences. L'Italie aussi a eu pas mal de possessions. Oui, mais enfin, un excès n'en justifie pas un autre. Oui. Enfin, c'est fou, quoi. Hein. La France vient juste de déclarer légitime un bonhomme qui est complètement illégitime au Venezuela, en s'ingérant, mais de façon scandaleuse, dans les affaires du Venezuela, et viendrait protester que un responsable politique étranger vienne rencontrer les Gilets jaunes. C'est la bonne blague, c'est pas... Enfin, il n'y a pas de leçon à donner. Il est en train d'éborgner son peuple. Quand le peuple, les manifestants désarmés se font mutiler, le sang coule chaque samedi pour... Les manifestants désarmés... Vous diront qu'ils ne sont pas désarmés quand ils lancent des pavés ou des gros pétards ou... des boulons avec des raquettes de tennis. Qu'on s'occupe de cela, qu'on s'occupe de lancer. Mais on les laisse rentrer, les gens qui sont armés et violents. On les laisse entrer comme si on voulait pouvoir ensuite nous nasser, c'est-à-dire nous enfermer sur les places et nous gazer. Enfin, ce serait dans n'importe quel autre pays, vous protesteriez. Enfin, c'est incroyable qu'on proteste pas contre l'éborgnage de manifestants désarmés. Une mamie qui est tuée par une bombe qui entre chez elle quand elle est en train de fermer les volets. Enfin, le niveau de violence de la police vous inquiète pas? Vous trouvez pas ça scandaleux? Et alors, certains vous disent qu'en réalité, c'est d'une violence extrêmement faible, qu'il n'y a pas eu de mort du fait des manifestations. Pas une mort, mais vous avez imaginé que vous avez perdu une main? Ouais. Enfin, je crois, vous attendez qu'il y ait des morts pour être scandalisé. Moi, je trouve c'est ce qui se passe. Ça nous éloigne quand même de Luigi Di Maio qui vient non invité dans un pays. Mais non, mais il vient voir les Gilets jaunes et il a raison. Enfin, les Gilets jaunes ont besoin d'aide. Nous allons bientôt demander de l'aide à des pays étrangers pour nous protéger contre une dictature. Enfin, c'est sanguinaire ce truc. En France, d'après vous, on est en dictature? Oui. Oui. Ben oui. La dictature se caractérise par quoi? Par opposition à la démocratie française? On a le droit de parole, mais le droit de parole est en train de disparaître. Ouais. On se fait martyriser dans les rues, là, quand on... Enfin, moi, je fais le tour des ronds-points, là. Dictature, martyr? Mais oui, mais enfin la belle affaire, la victime se défend, elle a des mots trop forts. Excusez-moi d'avoir des mots forts, oui. La violence sociale qui a poussé ces gens dehors, les Gilets jaunes, la violence sociale, économique et sociale qui les a poussés dehors, on dirait qu'elle n'existe pas. On ne voit que la violence de la victime qui se débat en taisant la victime, en taisant les violences dont elle est victime. Je trouve que les violences sont de toutes parts. Mais si Erdogan venait demain soutenir les Gilets jaunes, et puis si c'est Orban qui vient, est-ce que vous trouverez légitime que des leaders européens ou de pays proches de l'Europe viennent soutenir... Vous prenez des gens qui sont étiquetés indéfendables ou indéfendables comme exemple, mais je pense que la France va bientôt avoir besoin d'aide. Nous n'avons aucun moyen de résister à ce que nous fait Macron. Ouais. Nous n'avons aucun moyen institutionnel. Nous n'avons pas de constitution. Il faut que je vous montre le texte de notre prison. Il ne faut pas vous en séparer. Vous devriez tous avoir avec vous. Vous voulez dire la 5e? Oui, la 5e République, elle est chez Dalloz à 4 €. Vous devriez l'avoir pour étudier le plan de la prison, celle qui nous tient à l'écart, qui fait que nous n'avons aucun moyen de résister à quelqu'un qui est en train de devenir un tyran, qui est enfermé dans sa bulle, qui ne sait pas ce que nous souffrons. Et qui nous martyrise littéralement. À quel moment est-ce que je vais avoir le droit de dire que... Enfin, vous avez déjà ici, a priori. Oui, voilà, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits en fait où les Gilets jaunes soient correctement représentés, je trouve.
Enfin, moi, il me semble que un œil crevé par un policier sur un manifestant désarmé, de façon délibérée et totalement impunie, ça devrait déjà nous révolter. Et on en est on arrive au 20e œil crevé. Enfin, quoi d'autres pays démocratiques, quand il y a des manifestations qui sont dans une extrême violence, finalement, il y a des morts. Et ça semble relativement proportionné à la violence qui s'est exprimée. La violence qui s'exprime en France. J'étais à Bordeaux hier. Le taxi dans lequel j'étais me disait « La ville est ravagée. Les commerçants sont en train de fermer. On annonce des dizaines ou des centaines de licenciements dans la ville de Bordeaux. » Ça vous semble... Non, alors il y a quand même justifier la violence, mais il y a quand même le problème de la présentation. Il y a une chose... Vous ne voyez qu'une violence. L'état des faits. N'oubliez pas d'où vient cette violence. C'est l'état de l'information. Il est clair que on ne peut pas dire que l'information dans les grands médias soit autre chose que méprisante vis-à-vis des Gilets jaunes. Ça transpire, c'est absolument magnifique. Quand l'affaire a commencé, les Gilets jaunes ont eu un écho dans la presse tout à fait formidable. On a parlé des 24/24. Oui, mais je des crois points de quand vue même exprimés, des gens globalement, il y a quand même un grand mépris. C'est un signe de démocratie, ça. Et il y a même des choses qui sont presque ridicules. Écoutez, je me souviens quand on a parlé de manifestations au Venezuela, où à un certain moment, on a dit, de manière scandalisée, qu'il y avait eu 700 arrestations. Ouais. Alors qu'en France, il y avait peut-être que 5000 à l'époque. Déjà, 1800, je crois, dit le Premier ministre. Des milliers. Des milliers. Quel Premier ministre ? Non, mais... déjà, l'une des grandes manifestations, je crois qu'ils avaient interpellé 3000 personnes, un truc comme ça, dans les chiffres du ministère. Donc, on a trouvé extraordinaire qu'il y ait 700 interpellations au Venezuela, alors qu'en France, il y en avait déjà plusieurs milliers. Ouais. Le traitement dans les prisons françaises et les gens qui disparaissent et ne reviennent jamais au Venezuela, à ma connaissance, ça n'arrive pas en France. Non, je ne vous dis pas le contraire. Je veux dire simplement, en termes de traitement de l'information, il y a un côté, quelquefois, qui est un peu surréaliste, à la manière avec laquelle on présente les choses d'un côté, et avec laquelle on présente les choses d'un autre côté. Je crois qu'il est quand même très clair que, sans faire une analyse psychologique très poussée, que les grands médias témoignent d'un très profond mépris, qui est d'ailleurs un mépris de classe à l'égard des Gilets jaunes. Je vais donner la parole. Ça me paraît manifeste. Je vais donner la parole à Charles de Bourbon-Parme. Je ne sais pas si je dois parler des Gilets jaunes ou de l'Italie. Alors clairement, mais ceci dit, je suis d'accord avec chacun. l'Italie. Je suis d'accord avec chacun d'entre vous, avec chacun même avec le cri. Non, mais si c'était anodin ce qui s'est passé avec Monsieur Di Maio et la France, si c'était anodin, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Mais c'est pas anodin. Donc évidemment, c'est pas anodin. Vu la réaction qui s'est passée. Moi, ce qui me dérange, c'est ce côté européen où finalement il faut qu'il y ait l'unanimité pour pouvoir faire avancer les choses, et au train où vont les choses, ça va faire un petit peu un blocage là, au niveau de l'Europe, entre la France, l'Italie, etc. Oui. Et puis la dernière chose, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, Étienne, c'est que si nous sommes européens, je l'ai écrit, je l'ai dit il y a un certain temps déjà, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les pays européens ont encore des ambassades entre eux. Je sais pas, il y a Bruxelles, il y a tout ça. Il y a la maison de l'Auvergne à Paris. Si c'est pour rappeler l'ambassadeur une fois de temps en temps, c'est-à-dire c'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, toutes ces ambassades, finalement, elles ne servent à rien. On pourrait faire des économies absolument fabuleuses, et puis ça éviterait de placer les copains, parce qu'il ne reste plus que ça, finalement. Vous pensez qu'un ambassadeur ne sert à rien ? Oui, je pense qu'en Europe, les ambassadeurs ne servent à rien. D'accord. Bon, a priori, c'est pas l'avis de gens que je connais au ministère des Affaires étrangères. Eh bien, je posais la question, un de mes enfants voulait peut-être avait l'ambition de devenir ambassadeur. Et il y avait Madame Bourbon-Parme, ambassadeur de France. Pourquoi pas ? Nous le sommes d'une certaine façon. Absolument. De naissance. C'est une certitude. Et vous êtes européen par définition. Et nous sommes élevés pour ça depuis très jeune, donc on perd pas trop la boule dans notre famille, dans ce sujet-là. Mais alors, Madame Alliot-Marie était là, et ma fille commence à lui en parler. Et je me souviendrai que Madame Alliot-Marie disait à l'époque que les ambassadeurs en Europe, finalement, alors c'est un peu péjoratif, vos amis vont pas être contents, hein, mais ce n'était plus que des hôteliers.
Des hôteliers. C'est-à-dire qu'ils tiennent des ambassades, qui sont à la disposition des hommes politiques qui se promènent. Mais s'il y a des décisions importantes à prendre, on a toute la communication qu'il faut. C'est pas comme il y a 200 ans où il fallait prendre 3 semaines pour aller d'un pays à l'autre, où là, l'ambassadeur avait vraiment la fonction de représenter la France et prendre des décisions pour la France. J'entends bien, Charles, mais pour revenir à cette histoire, ça ne vous choque pas? Je vois bien, hein, j'en ai 3 sur 4 qui trouvent que finalement, que Luigi Di Maio arrive en France de manière inattendue, en prévenant 1 heure à l'avance, c'est-à-dire depuis son avion, hein, qu'il arrive et qu'il va rencontrer des gilets jaunes, c'est-à-dire des gens qui s'opposent au pouvoir en place. On l'a dit autour de la table jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu que le problème entre la France et l'Italie. Si c'est un problème, je ne sais pas. Parce que avec la Hongrie, avec l'Allemagne, pour différentes raisons, chacun s'occupe un peu des affaires des autres. C'est aussi une vieille histoire. Enfin, je veux dire, je me permets de revenir sur le fait que la France et l'Italie, qui ont vécu des heures de gloire dans leur passé politique, et l'époque de Mitterrand et de Craxi, qui se tenaient la main aussi bien qu'avec Kohl ou d'autres. Là, aujourd'hui, la France et l'Italie, depuis 2011, hein, pour faire clair, ils sont vraiment dans une situation de tension. Depuis l'opération Sarkozy-Cameron contre Kadhafi, où on est allé là, pour le coup, foutre un grand bazar dans une fourmilière qui en avait pas besoin. Et le manque de solidarité de la France vis-à-vis de l'Italie, qui était seule à accueillir et depuis, ces tensions par rapport aux migrants qui commencent à être un peu compliquées. On l'a vu à l'Aquarius, on l'a vu à tous les grands moments. Je pense, moi, j'ai pas dit anodin tout à l'heure, hein, vous m'avez repris là-dessus, mais j'ai pas dit anodin. Je dis pas que c'est anodin, je pense que c'est de la gesticulation politique. Gesticulation politique qui a encore pour but de détourner l'attention des médias en qualifiant les gilets jaunes, déjà on les traite d'ignards à longueur de journée, de pas capables de gérer la démocratie, etc. Et là, je rejoins complètement Étienne Jouard. Et en plus, maintenant, on va profiter du gouvernement démon de l'Italie pour stigmatiser une fois de plus les gilets jaunes. Ce sont leurs amis, vous comprenez. Ça ne peut pas être des gens bien. Et ça, à mon avis, c'est un détournement de la pensée. Sur les gilets jaunes, il me semble quand même que il faudrait chercher la cause de toutes ces violences. La cause, elle est dans une maltraitance économique et sociale d'une partie de la population qui en peut plus. Vous avez des gens qui gagnent 800 € par mois. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, vivre à 800 € par mois, vous avez un enfant, ils n'arrivent pas à nourrir leurs enfants, vous avez des femmes sur les ronds-points, et quand les femmes sortent parce qu'elles n'arrivent pas à nourrir leurs enfants, ça va barder, parce que c'est trop. Et dans toutes les révolutions, quand les femmes étaient là, ça allait mal. Mais ça n'est pas tout. Pourquoi ces gens-là sont dans la rue? C'est parce nous ne sommes pas représentés. Eux, ni nous ne sommes pas représentés. Nous n'avons pas de représentants. Il n'y a que les ultra-riches qui ont des représentants. Le système de l'élection, cette procédure qui s'appelle le suffrage universel, mais qui est un faux suffrage universel. Un vrai suffrage universel, ça consisterait à voter nos lois. Ou au moins, si on élit, c'est-à-dire si on renonce à voter, au moins que nous gardions le contrôle de nos représentants. Qui est-ce nous, mais nous tous, je dis nous tous, et moi je ne suis pas un escroc. Qu'est-ce qui vous empêche de militer, de monter dans un parti et d'aller nous faire élire à la base dans une municipalité? Ça coûte une fortune un parti. Mais c'est pas ça, c'est que nous faire élire, c'est à nouveau c'est devenir les voleurs de pouvoir qui nous confisquent la politique, mais c'est pas une solution. Ça ne va pas rendre le pouvoir aux autres. Ce qu'il faudrait, c'est que tous les citoyens, quand je dis nous, je dis bien nous tous. Je ne parle pas du tout uniquement de ceux qui sont d'accord avec moi. Je parle de tout le monde. Nous devrions tous avoir une possibilité de contrôler et de révoquer nos représentants quand on n'est pas content. Mais comme nous laissons écrire... Révoquer, l'évolution de la 5e, c'était le président de la République 7 ans. Le mandat a été ramené à 5 ans. Si... Le mouvement aboutit à pouvoir révoquer le président de la République au bout d'1 an ou 2. La France, qui déjà n'arrive pas à bouger... Mais c'est extrêmement insuffisant d'avoir un droit... Renforcer l'immobilisme, non? C'est pas la thrombose qui guette la France? Si on peut révoquer les élus? Mais pourquoi pas? Je ne comprends pas. Si vous avez le pouvoir de révoquer les élus... Il faut du temps pour changer les choses. Mais si vous avez le pouvoir de révoquer les élus, vous n'allez pas les révoquer du tout. C'est-à-dire que, sachant qu'ils peuvent être révoqués, ils vont enfin servir les gens qui les ont élus, au lieu de servir ceux qui ont financé leur campagne électorale, ceux qui ont acheté les médias qui leur permettent de passer à la radio et donc d'être élus. Je veux dire, manifestement, enfin, si vous ne le voyez pas aujourd'hui, vous ne le verrez jamais, mais les représentants ne servent pas l'intérêt général, ils servent l'intérêt des plus riches. C'est
scandaleux. Macron et sa bande de voleurs sont en train de piller le pays. Ils ont détruit le droit du travail, ils sont en train de détruire la sécurité sociale, ils sont en train de vendre tous les biens publics, les barrages, les autoroutes avec lesquelles leurs copains se goinfrent littéralement. Vous avez vu ce qui est sorti hier, les rendements qui viennent d'être publiés. Mais c'est extravagant. Les autoroutes sont à nous. Nous les avons. La Française des Jeux. J'ai payé 2 fois déjà. L'autoroute, nous les avons payées 2 fois. Et au moment où, enfin, ça allait pouvoir devenir une ressource pour l'État, et donc possiblement soit une augmentation des services publics, soit une diminution des impôts, au lieu de ça, on les vend à vil prix aux copains qui ont fait élire les représentants en question, mais ce sont des traîtres qui vendent tous les biens publics. Enfin, ça suffit, quoi. Et qu'est-ce qu'on a pour résister? Rien. On parle de Villepin, hein. La vente des autoroutes, c'est Villepin, me semble-t-il. Mais c'est les mêmes. Mais c'est les mêmes. Moi, je m'en prends pas aux personnes. J'ai rien contre les personnes. J'ai un problème avec les institutions. Je n'attends pas de nos acteurs politiques qu'ils aient de la vertu. Ils n'en auront pas. Personne n'est parfait. Chacun d'entre nous avons de la vertu et du vice en nous. Et je cherche des institutions qui vont nous inciter à la vertu, qui vont inciter les acteurs politiques à la vertu, et qui vont les désinciter du vice. Il faut que les acteurs aient peur, les acteurs politiques, les politiciens, il faut qu'ils aient peur d'un texte. Ce texte-là, ils devraient le craindre. Au lieu de ça, ils le modifient. Dès qu'ils sont gênés, les élus se réunissent en congrès, ils changent le texte qu'ils devraient craindre. C'est une folie. Et ce que font les Gilets jaunes, c'est qu'ils sont en train de s'entraîner à écrire ce texte. Et ça va tout changer. La démocratie, Monsieur Chouard, pour clore ce sujet, puisqu'on s'est quand même pas mal éloigné de l'Italie, où est-ce qu'elle s'applique dans le monde? C'est aux États-Unis. Mais c'est pas parce que ça n'existe pas que ça devrait. Mais c'est pas parce que ça n'existe pas encore. C'est un peu ce que disaient les communistes qui finalement disaient c'est un monde idéal vers lequel pour l'instant ça fonctionne pas, mais ça a marché un jour. C'est pas du tout idéal. Et je suis pas sûr du tout que le peuple constituant, le peuple, c'est-à-dire une collectivité humaine constituant, je suis pas sûr du tout qu'ils mettent en place une démocratie directe. Je suis pas, moi, partisan d'une démocratie directe. Je pense que un système représentatif, mais institué par nous-mêmes, c'est-à-dire correctement contrôlé, où les citoyens représentés, nous avons besoin d'être représentés, mais garderaient le contrôle de leurs représentants, serait un bien meilleur système qu'une oligarchie plutocratique comme celle d'aujourd'hui, ou comme une démocratie directe qui probablement ne fonctionnerait pas aussi bien. Donc, moi, je suis pour un système représentatif, mais qui serait institué par les représentés et pas par les représentants. Et c'est ça qui va tout changer. Et c'est ce que font les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, chassés des ronds-points par les forces de police, ne peuvent plus manifester et se replient dans des salles diverses où je les visite et où ils font des ateliers constituants. C'est-à-dire que nous nous entraînons. Donc, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur une nouvelle constitution? Mais oui. Et ça sur quelle base? Est-ce qu'il y a une base, un canevas la première base, c'est d'apprendre les plans de la prison, donc de lire la Constitution, qui est une prison politique dans laquelle... La 5e de De Gaulle et de Debré, vous la considérez comme une prison politique dans laquelle... Mais oui, mais je peux le démontrer. Une prison politique dans laquelle les citoyens n'ont aucun pouvoir de résister. Ce qui fait qu'il ne nous reste que la rue. Et quand on tombe sur des dingues comme Macron qui nous font tirer dessus, parce qu'ils ont des ordres, les policiers, et quand ils nous nassent, les policiers eux-mêmes, aucun des policiers n'a le pouvoir de savoir que c'est nassé. Il n'y a que l'état-major, là, ceux qui sont au-dessus, qui savent qu'ils ont bouché toutes les sorties. Et que les papis, les mamies, les enfants, les femmes qui sont là vont se faire gazer. Et ceux qui ont dévasté l'Arc de Triomphe, c'était les papis et les mamies. Et ceux qui ont brûlé les voitures, c'était les papis et les mamies. Et ceux qui dévastent les... Mais comment exercez-vous la justice quand vous avez 1000 personnes, vous en avez... bien. Quand les papis et les mamies sont au milieu de voyous... Eh ben vous les punissez en même temps que les voyous. Vous êtes bien obligés d'arrêter. Vous êtes bien obligés, mais nous on n'est pas obligés quand il y a des voyous de punir aussi les solution proposez-vous, Monsieur Thouars? Parce que alors moi, je m'adresse à nos spectateurs. Il y a dans une foule des papis et des mamies très gentils et très pacifiques qui veulent changer les choses. OK. Et il y a au milieu des voyous de toute obédience politique, armés et violents, ils sont connus nommément. Vous avez entendu donc vous êtes en faveur des lois qui sont votées pour que ces gens soient assignés à résidence et n'aient pas le droit de se déplacer? Ceux qui sont armés et ceux qui viennent tout casser, effectivement, il faudrait les tenir à l'écart. Mais c'est pas du tout ce qui est fait. C'est pas. Il n'y a pas besoin d'une loi pour soi. La police les connaît et la police les laisse rentrer. Vous avez tout le monde qui est surveillé. En France, en démocratie, on peut
peut pas contrôler les gens qui se déplacent. Hein. Mais comment? Moi, je vais où je veux. Etienne Christen va où il veut. A priori, de votre côté, vous vous déplacez comme vous voulez, non? Quand on arrive sur la place de l'Étoile, vous avez bien vu, on nous fouille nos sacs. Cette mamie, on lui a retiré, on a trouvé dans son sac des lunettes de plongée. Elle allait nager et on l'a mise en garde. On l'a mis dans un fichier. Pardon, monsieur Thouars, mais ça a été entendu des centaines de fois dans tous les tribunaux. Il y avait un type qui a été pris avec une raquette de tennis et des boulons. Il disait que ça n'avait pas de rapport. Il y en a d'autres qu'on a pris avec des masques de chantier et compagnie. Ils étaient là juste parce qu'ils allaient bricoler chez des copains. Non, mais d'accord. Il y a un moment où c'est n'importe quoi. C'est des gros mensonges, monsieur Thouars. Non mais un mensonge, je vous permets pas de dire que tout est mensonge. Oui. J'entends bien. Il ne faut pas faire croire que les papiers et les mamies sont des pacifiques et que les voyous, ceux qu'on prend avec des lunettes de piscine, ils sont pas au milieu de la manifestation. Moi, j'ai des lunettes de piscine dans ma moto. Il se trouve que quand je vais manifester, j'ai pas mes lunettes de piscine sur moi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où les gilets jaunes, c'est une fiction? Non, mais les lunettes de piscine, c'est pas dangereux. Je suis désolé, c'est pas une arme. Les lunettes de piscine, vous savez que vous allez être gazé. Tous les samedis, ils se font gazer. Donc elle n'allait pas à la piscine, là. Je crois quand même. Non, mais la mamie, elle allait à la piscine, je vous promets. Mais c'est un cas, on va pas. La question de la violence des Black Blocs, très objectivement, je suis convaincu que la police connaît l'identité de la majorité des Black Blocs. Exactement, on pourrait les empêcher. C'est pas des foules extraordinaires, ils ont été vus dans un grand nombre de manifestations. Je pense personnellement qu'autant c'est difficile de contrôler les manifestations des Gilets jaunes. De la même manière que les hooligans en Angleterre. Mais je pense que les Black Blocs. On a réglé les hooligans en Angleterre et ceux du PSG aussi. C'est pas très facile, mais ce serait assez facile à interpeller si la volonté était réellement de le faire. Et les milliers de Gilets jaunes que je vois tout le temps, ils sont pacifiques comme tout. Ils sont pacifiques, je vous jure qu'ils sont pacifiques. C'est clairement les témoignages qui. Mais oui, vous le savez bien. Bien sûr, il n'empêche qu'il y a des violents et que ceux-là sont devenus finalement assez symboliques du mouvement. Oui, mais vous rendez pas la justice en gazant tout le groupe qui est sur une place, en les nassant, en les gazant, en les tapant, en les éborgnant. Ouais. Enfin, mais éborgner, enfin... il faut qu'il meure pour que vous trouviez ça grave. Le gars, il a perdu son œil. Ne vous adressez pas à moi. Oui, je veux dire vous, je parle à la cantonade. À la cantonade, oui, pardon, excusez-moi. Mais c'est pas policier ni. Oui, bien sûr, mais je ne réprimande personne. Je vous propose on a largement débordé ce sujet, donc ça va restreindre le temps que nous pourrons consacrer au suivant. Nous nous retrouvons dans quelques secondes pour le sujet suivant. Messieurs, merci, ça bouge. Pardonnez-moi tout de suite. Je vous en prie. Au contraire, vous êtes là pour ça, monsieur Thouars. Si vous avez des choses à dire, nous sommes heureux de les partager avec vous. À tout de suite pour la suite de cette émission. Rebonjour. Sujet suivant. Les européennes. Yann Thouars, déjà, il rit. Ok. Sujet périphérique, je crois pas. Il n'empêche que les forces sont en train de se mettre en place et en mouvement. Les dirigeants des listes ont été désignés. On peut pas parler vraiment d'élection. Ils sont désignés. Alors, je vais prendre par ordre d'âge. Jordan Bardella. Le Rassemblement National, Manon Aubry. Alors, Jordan Bardella, il a 23 ans. Manon Aubry en a 28. François-Xavier Bellamy, ça c'est les Républicains. Il en a 33. Yann Brossa, 39. Ingrid Levavasseur, j'ai pas capté, mais je crois qu'elle a 34 ans. Donc, on est sur, clairement, des élections avec des jeunes inexpérimentés en tête d'affiche. Même le PC a désigné son représentant, il s'appelle Yann Brossa, il est adjoint à la mairie de Paris en charge du logement, c'est pour ça qu'on le voit pas mal dans les médias, et il a 39 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ces élections? Est-ce que ces jeunes qui sont en tête vous donnent envie de voter, vous donnent envie de poursuivre le dégagisme qui s'est commencé, dont peut-être les gilets jaunes sont un symbole? À propos des Gilets jaunes, les élections sont quand même difficiles. Les listes sont difficiles à mettre en place. Ingrid Levavasseur, qui a monté une liste qui s'appelle Ralliement... J'ai mal écrit. Vous savez, Ralliement... C'est RIC, Ralliement d'initiative citoyenne. Référendum.
Référendum dit, c'était... Ah oui, sa liste s'appelle Ralliement. La liste s'appelle RIC, évidemment, pour poursuivre le... C'est un jeu de mots. Le RIC, oui, c'est un dévoiement. C'est un écho. C'est un dévoiement d'acronyme. Dans tous les cas, même les Gilets jaunes, qui sont à aujourd'hui 5 listes potentielles, ont du mal à se rassembler, puisqu'il faut trouver 79 candidats. Ça vous inspire quoi, ces élections, Charles? Ça vous donne envie de voter, le fait qu'il y ait des jeunes, le fait qu'il y ait des listes qui sont déjà constituées? En gros, il manque plus que La République En Marche. Hein. Moi, ça m'ennuie foncièrement. Je suis navré. Les européennes vous ennuient? Ah oui, carrément. Quand vous pensez que pour faire une liste, vous pouvez pas commencer à travailler en dessous, entre 800 000 et 1 million d'euros. Ah, c'est l'argent qui vous pose problème. D'accord. Comment voulez-vous que des listes de gens intelligents ou de gens qui ne sont pas soutenus par des partis ou des gens qui n'ont pas la grosse machine derrière eux se présentent? Ils peuvent pas. Mais on peut lever de l'argent, il y a du crowdfunding, on voit bien l'écho et le succès des cagnottes qui ont été montés, soit pour le boxeur fou, soit pour les policiers. Mais pourquoi faire quand vous serez élu? Vous n'aurez aucun pouvoir. Le Parlement européen est un parlement croupion qui n'a aucun pouvoir, qui ne peut rien changer, il n'a même pas l'initiative des lois. D'accord. Il est cornaqué par le Conseil. Vous n'irez pas voter? C'est ce que vous me dites, si, parce qu'il y a un intérêt secondaire. Mais sur l'intérêt principal, on ne s'émancipera jamais avec l'élection. Charles ne va pas aller voter, j'ai bien compris. Moi, je vote toujours. Vous votez toujours? Même malgré le manque d'enthousiasme? Toujours. Je crois que c'est un devoir. Les gens sont morts pour avoir le droit de voter. Les femmes votent en France depuis pas longtemps. Ouais. Je pense que de ne pas voter, c'est pas responsable. Parce que vous avez maintenant, je ne suis pas sûr que mon vote va tout changer, malheureusement. C'est le principe de la démocratie. Mais voilà. Un homme. Non, la démocratie, c'est pas un homme, une voix pour élire un maître. Oui. Parce que c'est ça dont il est question. Ce dont il est question, c'est d'élire des gens qui vont tout voter à notre place. C'est-à-dire que par nos votes, nous renonçons à tout jamais, pour toute la session, nous renonçons à voter. Ouais. Un vrai vote, ça consisterait à voter les lois. La démocratie, c'est pas... Directement, ça c'est votre dada, hein, je vois, c'est celui de votre livre. C'est-à-dire que dans une démocratie, il me semble que le démos devrait avoir du kratos, le peuple devrait avoir du pouvoir. Or, quand vous ne lui laissez que la possibilité de désigner un maître qui va tout voter à sa place, retirons maître si ça vous dérange, il va désigner une personne qui va tout voter à sa place, qui va tout décider à sa place, et contre lequel il ne pourra rien. Regardez, les gilets jaunes sont maltraités, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent juste aller dans la rue, c'est tout. Les mouvements de rue viennent de l'absence d'institutions. Je voudrais vous interrompre parce que vous avez dit que autant les élections ne vous intéressaient pas, mais vous y voyez un intérêt secondaire. Un intérêt secondaire, je vois par exemple, en l'occurrence, mais pour ce cas-là, il y a un résistant à l'Union. Je vois l'Union européenne comme une prison politique de niveau supérieur par rapport à notre prison nationale. Pour les mêmes raisons, ce sont des acteurs politiciens professionnels qui ont écrit la Constitution française, et c'est une prison nationale, et ce sont des politiciens professionnels qui ont écrit la Constitution internationale qu'est l'Union européenne, et ça donne une prison supplémentaire. Nous sommes dans 2 prisons. Donc, je ne vois pas comment l'élection va me permettre de me sortir de ces prisons-là. J'étais en train de vous dire que pour sortir de la prison européenne, il y a un acteur en France, pour l'instant, qui milite ardemment pour la sortie de l'Union européenne. Il s'appelle Asselineau. Oui. Et ce gars-là ne passe dans aucun média. Zéro, aucun média. Il a eu une faible audience au présidentiel, ce qui lui a retiré sans doute un petit peu de poids. Il a eu l'audience de ce qu'on lui avait donné dans les médias. Il est passé dans 1% dans les médias, il a eu 1% aux élections. Oui. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Pour moi, je considère que la sortie de l'Union européenne est prioritaire. C'est une des priorités. Nous devrions, pour pouvoir décider de notre sort, pour pouvoir accéder aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, nous devrions sortir de l'Union européenne. Et donc, ce gars-là, excuse-moi juste une seconde, mais ce gars-là est le seul qui se bagarre sérieusement, réellement pour sortir de l'Union européenne. Il mériterait des tribunes. Or, les médias lui retirent toute tribune au prétexte qu'il n'a pas de voix. Donc, sans aucune illusion sur le fait que l'élection ne me permettra pas de m'émanciper, je peux quand même lui donner une voix pour que les médias ne puissent plus le cacher. Il va monter une... Sans doute, oui. Il a 79 personnes qui vont le suivre. Dans le panorama que j'ai monté, je ne l'ai pas vu apparaître. C'est un des grands partis du pays, Asselineau. Monsieur Lassalle aussi veut se présenter. En tout cas, lui, il porte le gilet jaune à l'Assemblée. Moi, j'ai jamais
prôner l'abstention, puisque de toute façon, à mon avis, que nous votions ou que nous ne votions pas, de toute façon, ça change rien. Nous sommes dans une prison politique. Et donc, s'il y a des intérêts secondaires pour aider un petit parti qu'on juge valeureux, pourquoi pas, mais sans illusion. Mais donc, on n'est pas. Chacun fait ce qu'il veut. De toute façon, on s'en fout. L'élection ne changera rien sur le fond. Là, je veux dire, je rebondis sur la présence d'Asselineau aujourd'hui dans un discours qui est à peu près construit et qui, lui, est cohérent depuis la première heure. C'est-à-dire qu'il n'a même pas évolué, il n'a pas changé. Enfin, il pousse vraiment son raisonnement plus loin. Mais il me fait presque... il me fait presque pitié quand on sait le sort qui a été réservé à Philippe Séguin et Philippe de Villiers en leur temps. Qui avaient des audiences bien plus fortes et qui ont été nettoyées, débarrassées comme des malpropres au moment de Maastricht. Mais l'histoire du Brexit, est-ce qu'elle vous met pas en garde contre une tentative de la France j'étais à Londres encore il y a quelques semaines. Je veux dire que le Brexit a l'air de nous affoler beaucoup plus que les Anglais eux-mêmes. Hein. On a beau me dire que les Anglais, les Londoniens, machin, sont pas pour tout va bien. Tout va bien. Et la livre aussi. Donc, sauf que la récession menace, c'est-à-dire que, enfin, en tout cas, la croissance commence à chuter. Moi, ce qui me fait peur au niveau des européennes, pour en revenir à ça, c'est que de toute façon, on va relancer le débat. Et là, je rejoins complètement Étienne sur le fait qu'il faut voter, il faut participer, il faut rentrer dans le débat pour justement exprimer peut-être notre désaccord. Et puis la deuxième chose, c'est que vraiment, je prends très au sérieux les menaces italiennes, parce que je pense qu'elles existent et je pense que de toute façon... si un jour l'Italie sort de l'Europe, c'est l'effondrement de l'Europe. Enfin, il faut être très clair. Probablement. Et donc, de l'euro déjà, et donc de l'Europe avec, puisqu'à priori, ils font les deux en même temps. Oui, non, mais je suis pas contre. L'Italie ne semble pas vouloir sortir de l'Europe. Moi, personnellement, je ne suis pas favorable à ce que la France sorte de l'Europe, parce que, je me sens très européen, et en même temps, je n'ai aucune sympathie pour le système de Bruxelles. Donc, évidemment, l'ambiguïté, c'est que pour faire une Europe qui corresponde à ce que je souhaite, peu ou prou, est-ce qu'il faut arrêter ça et refaire autre chose, ou est-ce qu'il faut essayer d'aménager cette chose-là? C'est évidemment... Vous êtes favorable à un reset, c'est ça? C'est pas réformable. Oui, vous dites c'est pas réformable. Je pense quand même que si deux pays significatifs de l'Europe, et notamment la France, faisaient... Parce que la France, c'est pas l'Angleterre, c'est pas la Grande-Bretagne dans le système européen, avait une volonté forte d'organiser les choses différemment, la voix de la France compterait quand même, même si elle compte moins que celle de l'Allemagne. Et évidemment, ça serait plus efficace si la France, l'Allemagne et l'Italie étaient sur la même longueur d'onde. Et ça pays fondateur, hein. Pays fondateur. Ça n'a pas... Bon, donc je crois que personne ne sait ce qu'il faut faire pour améliorer les choses. Quand même, pour l'élection, il y a... une certaine forme d'enjeu qui est, à mon avis, rarement perçue et qui est liée à l'éventuelle implication des Gilets jaunes dans ces élections. Personnellement, je crois que c'est une erreur du point de vue des Gilets jaunes d'aller aux élections pour différentes raisons, dont la plus simple est que ce qui fait la force des Gilets jaunes aujourd'hui, ce n'est pas le fait qu'il y ait des manifestants, on nous dit qu'ils sont très peu nombreux, c'est le fait que l'immense majorité de la France soutient les Gilets jaunes, ce qui pose un problème de légitimité du dirigeant actuel du pays. Absolument. Donc il est bien évident que si les Gilets jaunes vont aux élections, qu'il y ait 1, 2, 3 listes, on ne sait pas combien ils vont faire de voix, mais peut-être 10%, peut-être 12%, dans tous les cas de figure, le gouvernement et les médias diront... Et pire encore, si c'est moins que ça, ils vont dire, vous vous rendez compte, ils bloquent le pays et ils représentent 8% ou 5% de la population. Exactement. Donc ça va ridiculiser. Oui, mais est-ce que c'est pas une opportunité, justement, pour compter les véritables soutiens? Parce que c'est la différence entre je dis je soutiens dans un sondage et il est évident que si les jeunes sont candidats, ça sera une chance pour Macron, puisqu'il va arriver premier au premier tour, au seul tour. Toutefois. Parce qu'il prendrait des voix à Le Pen et à la France Insoumise. Toutefois, il n'est pas impossible que ça initie un phénomène qui serait pervers du point de vue du gouvernement actuel, qui est un phénomène de type mouvement 5 étoiles. Car quel est le problème aujourd'hui des mouvements populistes? Que ce soit Le Pen d'un côté ou la France Insoumise de l'autre. C'est l'impossibilité d'être élu dans un système majoritaire, puisqu'on l'a vu avec Mme Le Pen, elle rassemble Dupont-Aignan, ça arrive à 30-35%. Et la France Insoumise encore moins, puisqu'il pioche à gauche et que la gauche n'est plus grand-chose aujourd'hui. S'il apparaissait un mouvement
ou un ensemble de mouvements issus des Gilets jaunes qui soient un peu de type mouvement 5 étoiles... C'est-à-dire réputé ni de droite ni de gauche. Voilà, sachant que le mouvement 5 étoiles se porte très mal en Italie. Hein. C'est-à-dire qu'il faisait jeu égal, voire supérieur avec la Ligue, et il est en train de baisser. Il a permis à Salvini d'arriver au pouvoir. C'est toute la question. Donc on peut imaginer qu'un mouvement de type 5 étoiles puisse contribuer, dans un premier temps, ça va être favorable à Macron. Dans un second temps, il n'est pas impossible que ça joue le même rôle que le mouvement 5 étoiles, et que finalement, des mouvements Gilets jaunes préfèrent s'allier au second tour des présidentielles avec Mme Le Pen plutôt qu'avec Macron. Okay. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est une hypothèse qu'il faut considérer. Alors, je vais remettre une bûche dans le feu, comme j'aime à le faire régulièrement. Dans une autre émission ici, sur TV Liberté, qui est le Café Liberté, animé par Martial Bild, j'avais dit, mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'on ne peut plus sortir de l'Europe ? De la même manière que le Dauphiné ne sort plus de France. De la même manière que la Bretagne ne sort pas de la France, c'est trop tard. Non mais là on parle pas d'imprison, on parle du sarcophage. Qui sont tissés, sont trop pire que Tchernobyl, trop anciens, trop profonds. Vous parlez de l'Europe ou de l'Union européenne? Je parle de l'Union européenne. Exactement. Mais bien sûr, on sort pas de sa géographie. Je parlais du fait que les liens, on les voit bien avec le Brexit, les liens tissés, les manières de produire. On voit que les pièces automobiles font 5 ou 6 fois l'aller-retour avant d'être fixées sur une voiture européenne que vous mettez en autarcie. Enfin, on va garder des tas d'échanges, évidemment. L'infinité. Sauf qu'il y a des règles qui sont des règles de non-droit, de non-droit, c'est un problème plus général. C'est le problème de la mondialisation. D'une certaine manière, c'est vrai aussi. Pour des gens qui défendent l'existence des frontières, qu'on soit souverainiste français, souverainiste européen ou autre chose. Bien, d'une certaine façon, la question se pose de savoir quel est le sens aujourd'hui des frontières dans un monde dans lequel, de fait, le système commercial, les interactions, les médias, tout ce que vous voulez, la circulation de l'argent, et pas seulement. La circulation de la puissance, d'une certaine façon, fait que effectivement, il est difficile de concevoir des frontières comme fonctionnant au passé. Pourquoi c'est pas difficile de concevoir? C'est très facile à concevoir. Juste, il faut les rétablir, quoi. Mais c'est inopérant, non? À l'heure de la mondialisation, il n'y a plus de frontières. Les gens vont étudier, vont travailler ailleurs. Mais c'est une folie. Je pense que le libre-échange est une folie. Et demandez aux Suisses, ils ont une frontière. Une idéologie multinationale qui il n'y a pas que le libre-échange. Il y a la mode, il y a la télévision, il y a la musique, il y a le rock'n'roll, il y a tout ce que vous voulez. Non, mais tout ça, on n'a pas besoin de l'Union européenne et on n'a pas besoin de supprimer les frontières pour partager la musique. Enfin, quand même. Le problème, c'est que quand vous supprimez les frontières, le système américain a été partagé culturellement avant d'être partagé politiquement. Les États-Unis ont envahi l'URSS et la Chine. Ce qu'on appelle le soft power. Avec les blue jeans, avec McDonald's, avec tout ça. Non, mais les frontières, c'est pas des murs. Les frontières, c'est des filtres. Comme la peau, vous avez tout ce qui vit a besoin d'une limite qui permet de distinguer l'intérieur de l'extérieur. Je suis d'accord avec ça. Qui permet de distinguer l'être. Alors là, c'est un corps social. Dans le monde actuel, c'est effectivement difficile de concevoir une nation comme on la concevait il y a quelques dizaines d'années. Je serais qu'à cause des langues qui deviennent de plus en plus avec de l'anglais d'abord. Mais formidable, mais c'est pas du tout. On n'est pas obligé pour autant d'accepter la destruction des frontières, les frontières qui sont des protections. Quand vous exposez un corps social en lui ôtant toutes ses protections, quand vous l'exposez à la concurrence sauvage de pays esclavagistes, vous dégringolez, vous dévastez la condition sociale, la condition ouvrière, la condition des gens qui travaillent dans le pays. Esclavagistes pour vous, c'est la Chine, c'est des pays où les gens sont payés à coups de claque, qui sont payés à $2 par jour. Moi, je voudrais revenir sur un exemple qui est nos voisins. Vous pouvez baisser les salaires tant que vous voulez. Je veux dire, ça n'arrivera jamais, bien entendu pas. Mais d'ailleurs, nous sommes en train de nous désindustrialiser. Nous sommes en train de nous tiers-mondiser. Sauf que certains pays résistent à ça. C'est marrant parce que l'Allemagne garde un tissu industriel très fort. Mais non, mais l'Allemagne a dévasté la condition sociale de ses travailleurs avant les autres. Vous avez le plan. Dévasté, vous voulez dire les mini-jobs. Arts 2, Arts 3, Arts 4, vous avez des plans de destruction de la protection sociale. Vous avez un nombre de travailleurs pauvres qui est extravagant. Alors effectivement, ça les rend compétitifs. Et donc après ça, ils taillent des croupières à leurs alliés européens. Mais c'est juste parce que ils ont abîmé. Oui, mais est-ce que c'est pas un mouvement irréversible au sort des européennes? La mondialisation, comment imaginer qu'on puisse revenir en arrière? Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que d'un côté, il y avait nous qui vivions avec
avec un niveau important, et l'Asie avec un niveau bas. Bon, l'Asie, nous, on est en train de démolir tout ce qu'on peut pour pouvoir se baisser. Il faut espérer que l'Asie, elle, ils vont remonter tout ce qu'ils peuvent pour qu'on arrive à un moment quelconque, c'est déjà le cas, à un niveau à peu près équilibré. Et là, la mondialisation ira très bien. Mais entre-temps, il y a ceux qui vont périr et ceux qui vont gagner. Mais sur les nous, on est dans le coin où on va sur périr. Les côtes chinoises, les prix sont en train de rejoindre les prix européens. Les milliardaires explosent, le nombre de milliardaires explose en Chine. Un milliardaire chinois par semaine sort... Ouais, non, mais bon, avec des inégalités criantes. Vous avez les Mingong qui continuent, donc les paysans expropriés, donc chassés de leurs terres. Qui continuent à affluer en ville. Et qui continuent à être les damnés de la terre. Ouais. Donc, je veux dire, le problème des économistes, c'est qu'ils nous fourguent des moyennes et nous sommes censés être heureux que le niveau chinois monte, comme si la misère humaine ne restait pas le lot commun. Moi, je voudrais qu'on s'éloigne. Enfin, je voudrais juste revenir de Chine à l'Europe. Merci. Et j'essaye d'en placer une. Merci, François. J'essaye d'en placer une, comme j'aime bien d'ailleurs, dans chaque émission. J'aime bien. C'est la faute d'Étienne Chouard, il nous fait déraper en permanence. Je vais adhérer et abonder vos propos. Je dis juste qu'aujourd'hui, quand on regarde l'exemple de la Suisse, et qui est très sérieux, je veux dire, aujourd'hui, on ne veut plus l'écouter, que ce soit pour le référendum, enfin la votation, que ce soit pour ça, on ne veut même pas observer, enfin même pour l'impôt à la source, un truc aussi simple que ça, on a été capable de le compliquer à merveille. Donc aujourd'hui, quand on regarde la Suisse, qui est non seulement un petit pays, qui se considère quand même très européen, faut pas se tromper, où le revenu moyen par habitant est de 6 500 francs et à peu près 6 000 euros par mois. Et où, c'est-à-dire près du double du revenu français. Un peu plus du double. Revenu français médian, 3 000 euros pour un couple, 4 enfants. 2 enfants, 4 personnes. Et qui, en parallèle, a en plus des cantons. C'est-à-dire qu'au sein même de ces frontières, qui sont plutôt bien gardées, a des cantons. Ne croyez pas que la Suisse, elle est complètement à l'écart de l'Europe. Elle est au cœur de l'Europe. Elle est très industrialisée, elle échange, elle industrialise, elle a un taux de PME qui est de 43% supérieur à celui de la France. C'est quand même un pays qui est remarquable à tout point de vue. Demandez pas à un Suisse s'il veut rentrer dans l'Union européenne. Ça, il va vous répondre très très vite. Tous les pays riches se sont protégés. Le protectionnisme, c'est la clé du succès des pays riches. Les pays riches se sont tous protégés. Et tous les pays qui ont appliqué le libre-échange, toujours sur injonction d'un empire, c'est toujours un empire qui impose le libre-échange à ses colonies, à ses provinces, comme l'Angleterre à l'Inde pour commencer. C'est toujours pour l'Empire ou pour ces multinationales, pour les plus grosses boîtes de l'Empire, que le libre-échange est imposé aux plus faibles. Et tous les pays qui ont appliqué le libre-échange se sont ruinés, y compris les empires. L'Angleterre elle-même, quand elle a appliqué le libre-échange au fin du 19e, début du 20e, intoxiquée par ses propres bobards et sa propre idéologie, s'est cru capable de se l'appliquer à elle-même, et elle s'est ruinée elle-même, il n'a pas fallu 10 ans. Donc je veux dire, tout le libre-échange n'est favorable que pour les multinationales. Les multinationales ont pris le contrôle des pouvoirs, des acteurs politiques. Grâce à l'élection. C'est l'élection qui donne le pouvoir aux multinationales. Je reviens au sujet Une vraie démocratie nous rendrait des moyens de résister aux multinationales. En fait, je vous entends tous ici, c'est pas un sujet que c'est une vraie démocratie. Vous allez quand même tous voter. Ah si, l'Europe, ça pour des raisons secondaires. Vous avez voté pour des raisons secondaires. Je pensais que vous alliez vous enflammer sur François-Xavier Bellamy. On l'a complètement... Je ne sais même pas qui c'est. Même pas qui c'est. Très bien. C'est très intéressant. Vous savez quand même qui c'est. Oui, c'est la tête d'affiche de LR au philosophe élu à Versailles. Qui est un grand intellectuel. Très peu d'expérience et qu'on accuse d'ailleurs à tort d'être chrétien alors qu'il n'y a rien d'interdit. On l'accuse pas d'être crétin, on lui... Chrétien, on lui... Chrétien, pas loin de crétin, c'est ce que j'entendais. Merci pour le lapsus. On n'a pas la réputation d'être crétin. En l'occurrence, on fait un débat complet sur une émission concurrente d'une grande chaîne publique. Je vous signale qu'on a fait un débat complet sur le chrétien revient-il dans la politique. J'aurais aimé entendre les mêmes choses à propos de Strauss-Kahn ou d'autres à une époque, ça m'aurait fait beaucoup rire. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. Mais en l'occurrence, Bellamy, c'est pas le sujet. C'est Bellamy, il fait partie de toute cette jeune génération. Et si on revient au sujet des élections européennes, et je sais qu'on doit le boucler, c'est que malheureusement, ça n'intéresse plus les têtes d'affiche. Je sais pas, je maîtrise plus tout le temps. Ça n'intéresse plus les têtes d'affiche, et c'est pour ça qu'elles n'y vont pas. Donc, elles ne provoquent pas un engouement spectaculaire. Ça devient un match de foot. Il y a aussi le cumul des mandats qui est en question. C'est-à-dire qu'on peut pas être partout. Qu'est-ce que vous imaginez changer avec les élections européennes ? Les élections européennes, le Parlement européen, vous avez plus de 700 personnes, 700 parlementaires. Imaginez que vous ayez quelques élus. Quelques élus, même beaucoup, imaginez que vous en ayez 10, 15, 20. C'est pour ça qu'il y a des coalitions de partis qui... Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça ? En quoi est-ce que nous, les électeurs, allons changer quoi que ce soit dans notre existence avec cette élection? Mais rien de rien. C'est une escroquerie, quoi. C'est l'escroquerie parlementaire qui continue. Le régime de domination parlementaire est pas plus bienveillant au niveau européen qu'au niveau français. Mais est-ce que le meilleur moyen, c'est pas la grève du vote ?
finalement, tous ceux qui pensent que ça sert à rien ne vont pas voter. Mais Franck, qu'est-ce que ça changerait ? Passe à moins de 50, à moins de 40, à moins de 30. Et alors, il n'y a pas de quorum. Ce sont eux, ce sont les professionnels de la politique qui ont écrit les règles. Et donc, ils n'ont pas prévu de quorum. Non, mais quel moment ? Vous croyez ça ? Parce que vous avez de la morale, vous avez un sens de l'honneur, mais eux n'en ont pas. Ils s'en foutent. Il n'y a pas de quorum. C'est-à-dire que quand bien même l'élu, le candidat, serait seul à voter pour lui, eh ben, il serait élu. Il n'y a pas de quorum. Et donc, vous pensez que s'il y avait qu'un seul votant, il y aurait quand même un problème. Eh ben, vous pensez que s'il y avait 10% de participation et 90% d'abstention, ça changerait quelque chose? Mais moi, je vous dis non. Tout le monde ferait une mine d'enterrement au débat, au journal. On dirait, oh là là, c'est dangereux pour la démocratie, c'est dangereux pour rien. Et puis, après ça, les gens qui ont accédé au pouvoir l'exerceraient. Hein. Allez, on va conclure ce sujet. Je vais citer ma maman qui, lors de ma première élection de délégué de classe, m'a dit « Souviens-toi, tu ne votes pas pour toi-même ». Voilà, ça m'avait beaucoup touché. Et depuis lors, à chaque fois que je me suis présenté où que ce soit, je n'ai jamais voté pour moi. Il ne faut pas confondre voter et élire. Ouais. Quand on élit, on ne vote pas, on renonce à voter. On ne votera plus jamais, parce qu'on a élu. Bon, ok, allez. Je voulais remettre une pièce dans la machine, mais ça, je ne prendrai pas ce truc-là, on est à moins 8 minutes. Allez, à tout de suite, on se retrouve, ça va être un sujet très très court qui suit. De retour dans cette 43e émission de Tête à Clash avec un sujet dont Étienne Chouard, je vous le confie parce que là, il m'a dit que ça n'avait aucun intérêt. Mais quand même, moi, il me semble... Alors, c'est l'affaire Benalla. Et il me semble que le dernier rebondissement de l'affaire Benalla, je vous la fais courte, je vous épargne la contre-escarpe, tous les rebondissements des passeports diplomatiques de l'extravagant M. Benalla. La dernière, c'est qu'on apprend que M. Benalla était en contact avec un oligarque russe pour travailler du temps où il était salarié de l'Élysée. Et ma théorie, et c'est sur laquelle je vais vous demander de donner votre opinion, c'est qu'en fait, on assiste à une tentative de prise de contrôle d'un membre proche du cercle du président de la République par les services secrets russes, le FSB, le successeur du KGB, qui était en position de faire chanter un homme qui n'avait pas le droit d'avoir des ressources et de travailler en dehors du job qu'il avait et du contrat qu'il avait avec l'État et avec l'Élysée. Voilà, ça c'est ma théorie. Pour moi, c'est finalement presque une affaire d'État qui est en train de se dessiner, et pas une affaire d'été comme quelqu'un l'a dit il y a quelque temps. Il me semble que c'est un événement d'une gravité extrême qui ravive un petit peu ce qu'on vivait du bon temps de la guerre Est-Ouest, des services européens contre les Russes. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que Tanguy, il est ma boule? Oui. Ou vous pensez que... Oui. Ah oui. Ah, François Janson, ok, il vote, lui, il dit Tanguy en cage. Non, je ne vote pas, justement, okay. Mais c'est pas le sujet, là. Parce que non. Pourquoi je suis ma boule, Non, enfin, je dis pas que... D'abord, j'ai beaucoup de respect pour mon ami Franck Tanguy. Merci, François. Mais non, de pense que Benalla, c'est faire un honneur monstrueux à ce bambin dont il y a du lait qui coule de son nez, de penser que les Russes pourraient même s'intéresser à lui. Enfin, je veux dire, il faut être quand même tout à fait honnête. Ça paraît complètement rocambolesque. C'est pas ultra naïf. Ça démarre. Il allait travailler pour un oligarque qui est la 16e fortune russe. Comment imaginer que cet oligarque ne soit pas en contact avec... Non, mais il est mafieux aussi. Donc, alors après, on ne sait plus. Enfin, à un moment, on dit un peu tout et n'importe quoi. Pour moi, ça rejoint les histoires américaines et du contrôle des élections américaines par les Russes. Pour moi, enfin, c'est à un moment, il faut quand même revenir et garder la raison. Ce gars-là, il a été pris dans un fait divers le 1er mai. Et on en aurait fait une histoire banale. Ça devient totalement Sauf que François, on dévide un écheveau où on voit qu'il voyage avec des passeports diplomatiques en Afrique, qu'il est en contact avec des Israéliens pour des ventes d'armes. Qu'on n'arrive pas à perquisitionner chez lui, qu'il refuse simplement d'entrer et on ne force pas sa porte, on revient le lendemain, il a fait tout disparaître, il a fait disparaître toutes les pièces à conviction. De toute façon, c'est pas une affaire dingue. Benalla, ça pue. C'est pas les Russes qui sont Benalla, ça pue. C'est un truc qui pue. Moi, je trouve que... Alors, l'histoire de l'espion russe, c'est lui donner, pareil, comme pour
pour vous, c'est lui donner beaucoup trop d'importance, le pauvre garçon. Oui, mais peut-être qu'il est à pro-gain et qu'il allait... C'est vrai qu'avec la loi française, si vous êtes embauché à plein temps quelque part, vous pouvez pas prendre un autre job par ailleurs. Donc ça, vis-à-vis de la loi, si vous le faites, on est capable de vous faire chanter. Celui qui paye, et s'il n'est pas bien intentionné... Mais il est capable de n'importe quoi, monsieur Benalla. Bon, il nous l'a prouvé avec cette histoire de passeport, de trucs. Enfin, il y a une chose que je comprends pas très bien dans la théorie que vous... D'où il sort, en plus, moi j'ignore complètement... C'est quoi ses études? Benalla, il n'a pas fait d'études. Mais rien du tout. Mais pardon, c'est un prisme français qui considère qu'il faut faire des études pour faire quelque chose de sa vie. Non, mais pour un niveau de sécurité à l'Élysée, moi j'espère que les gens ont quand même un peu d'expérience. Il était garde du corps. Il rêvait d'être gendarme, en fait. Il rêvait d'être... Mais pourquoi il n'était pas gendarme? Il n'a pas réussi. En lien avec cela, il y a quand même le fait que moi... Yves Christel qui veut dire que je suis fou. Non, pas le moins du monde. J'ignore complètement quel est le dessous de cette histoire avec la Russie, bien entendu. Ce qui me paraît quand même à considérer dans cette hypothèse-là, et qui ne fait que rajouter au problème Benalla, qui n'est pas le problème de Benalla. Le problème de Benalla, c'est le problème de l'État, des responsabilités du gouvernement. Si M. Benalla était lié à la Russie, étant une sorte d'apprenti espion, il me semble quand même que du côté du gouvernement français et de l'espionnage français, on devait quand même s'intéresser à ce que quelqu'un qui est très proche du président de la République, ce qu'il fait avec une puissance étrangère. Donc si cette théorie était vraie, ça ne ferait à mes yeux qu'aggraver le dossier Benalla, c'est-à-dire ce qui une fois encore non pas le dossier des malversations éventuelles de cet homme, car ce serait simplement un individu parmi d'autres, mais ce qui est important, c'est ce qui concerne l'État. Le fait qu'effectivement cet homme ait peut-être eu des responsabilités importantes dans la surveillance du chef de l'État, alors qu'il n'en avait pas la qualification, qu'il puisse se promener avec des passeports, etc., qu'il entretienne des relations avec le monde entier. Donc il y a un côté démesuré dans l'importance de M. Benalla. Il y a un côté OSS, qui pose la question de la responsabilité de l'État. S'il était d'aventure de surcroît lié à la Russie, alors là, ce serait encore pire, parce que ça voudrait dire qu'on ne surveille rien des gens qui sont au niveau de l'État. C'est une histoire de pied nickelé. Moi, c'est un garçon, c'est un jeune coq qui arrive, qui grimpe à l'Élysée, qui a l'opportunité d'avoir des passeports, des téléphones cryptés, il prend des numéros de téléphone, il se dit, avec tout ça, je vais réussir à faire du pognon, il va à droite, à gauche, il essaie de faire des affaires. C'est un opportuniste. Mais en quoi ça enlève quelque chose à ma théorie, qui était que ce mirobolant ce qui est grave, allait être contrôlé. Ce qui est grave, c'est qu'à ce niveau de l'État et à l'Élysée, il y a des gens comme ça qui se promènent. C'est ça qui est extraordinaire. À l'Élysée, vous vous rendez compte, vous avez 900 collaborateurs à l'Élysée, moyenne d'âge 35 ans, mais où sont tous les vieux briscards qui savent comment ça marche? Alors, je ne dis pas que les gens de 35 ans n'y connaissent rien, mais ça marche pas comme ça, tout ça. Et moi, ce gars-là, le pauvre, c'est un jeune coq qui arrive et qui roule les mécaniques et qui se dit, oui, je vais y arriver. Et puis qui se croit tout permis, qui se croit impuni, quoi. Et il est impuni, c'est-à-dire qu'il est protégé. Non, mais le problème, c'est... En plus, il est membre du Sénat. Et il est protégé, en plus. Il prête serment et il ment. Il s'affranchit de son contrôle judiciaire. On a rencontré Vincent Kras chez la chef de la sécurité de Matignon. Il n'y a pas d'institution. C'est dingue. Mais il n'y a plus aucune déontologie. Il n'y a rien du tout pour venir à bout de quelqu'un qui est protégé par le président de la République. La dépendance des procureurs, là, qui devraient normalement actionner la justice, la dépendance du ministre par rapport au ministre de la Justice et par rapport au président, elle est scandaleuse. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas de bonnes institutions. Nous avons de mauvaises institutions, des institutions qui ne permettent pas de contrôler les acteurs politiques. Vous pensez que cette dérive-là, elle est finalement le produit de la prison que vous désignez tout à l'heure? Une des conséquences de notre absence de cette constitution, c'est un fake, c'est une fausse constitution. Mais pour la raison qu'elle n'a pas été écrite par les représentés et qu'elle a été écrite par les représentants. Les représentants du moment, d'ailleurs, sont tous morts. Tous ceux qui ont écrit ce contrat, c'est un contrat social, une constitution. Tous ceux qui l'ont écrite sont morts. Et même tous ceux qui... Ils n'en sont pas morts. Ils sont morts de leur âge. Non, mais je veux dire, vous savez... Tués par la Constitution. Oui, tout à fait. Mais Général de Gaulle. Oui, c'est pas ce que je voulais. Bien sûr, ils sont morts parce que ce que je veux dire, c'est que c'est un texte qui a été signé il y a très longtemps et que moi, j'ai jamais voté pour ce texte, j'ai jamais validé, je l'ai encore moins écrit, et que, si vous voulez, Condorcet disait « Une génération ne peut pas assujettir à ses lois les générations suivantes ». Et là, on est en plein dedans. Une fois de plus, les morts gouvernent les vivants. Des gens
qui ont écrit et voté cette Constitution nous imposent un régime qui est littéralement tyrannique quand ils tombent dans les pattes de dingues comme Macron et sa bande des 40 voleurs. Là. Je veux dire, il y a rien pour les arrêter. Nous n'avons que la rue, et regardez ce qu'ils font avec nous dans la rue. Ils nous tirent dessus littéralement. Enfin, ça va, quoi. Il faut qu'on appelle aux pays étrangers pour nous aider. J'étais par rapport au mot dictature, j'étais il y a quelques années à Cuba. J'étais à Cuba et j'ai rencontré des opposants qui étaient très surveillés par la police, qui ont essayé de me faire passer des messages. Globalement, la France restait pour eux un endroit où ils voulaient aller vivre. Et où ils avaient le sentiment qu'ils pourraient s'exprimer en toute liberté. Franck, je veux bien qu'il y ait pire. Non, mais je prendrai sûrement pas Cuba comme exemple, mais je veux bien qu'il y ait pire. D'accord, bien sûr, il y a pire. Mais c'est pas une raison pour s'en accommoder. Enfin, je sais pas. Enfin, ça se dégrade à toute vitesse. Je trouve que enfin, moi, quand j'étais petit, je voyais les policiers dans la rue. C'était pas des Robocop armés jusqu'aux dents avec des grenades, avec des explosifs terrifiants, les explosifs qu'il y a dans les grenades, parce qu'on parle des flashballs, mais il n'y a pas que les flashballs. D'abord, les flashballs, ils ont normalement, d'origine, ils ont des balles en plastique là, très larges, qui ne peuvent pas rentrer dans un œil. Ça, c'était le flashball. Là, le truc de défense, le flashball n'existe plus. Il a été remplacé par le LBD, là. Voilà, le LBD, mais le LBD, qui est beaucoup plus petit, et c'est pour ça qu'il perce les yeux. Non. Le fabricant de l'appareil dit on l'utilise avec des munitions qui ne sont pas les miennes. Il dit vous utilisez des munitions qui sont plus petites. Enfin, le gouvernement commande des munitions qui sont plus petites et plus dures. Ouais. Et c'est ça qui éborgne les gens. En tout cas, de toute façon, même munitions larges ou pas munitions larges, c'est extravagant que les gens que nous payons pour nous protéger nous tirent littéralement dessus alors que nous sommes désarmés, pacifistes. Les gens, ils sont à genoux, les mains derrière la tête, et on leur tire dessus. Mais purée, mais qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous disiez enfin, je sais qu'il y a des dictatures pires qui tirent à balles réelles. Ok, je sais qu'il y a pire, mais quand même. Enfin, je ne nous comparais pas à Cuba pour autant. Mais la question, Cuba, ils tirent pas sur la foule. Enfin, avant cette émission, Ethan Schwartz, on a partagé les sujets, et vous m'avez dit qu'en fait, vous pensiez que Benalla, c'était presque un leurre, c'était presque un os qui était jeté pour que les médias s'occupent de ça. Alors, je ne sais pas si c'est je ne sais pas si c'est fait exprès. Ça coûte cher, l'os à ronger. Bon, il coûte rien, Benalla, il l'occupe du temps d'antenne. Pour l'image, ça coûte cher. Oui. Ça, c'est sûr. Pour moi, c'est la preuve de la bêtise de Macron. Les blessures de guerre. Jusqu'à il y a 6 mois, je pensais que Macron était un mec intelligent, ou au moins plus intelligent que le précédent. Ouais. Et que du coup, on allait peut-être en tirer un minimum quelque chose devant cette espèce d'élan où tout le monde était dans une forme d'attente, etc. J'étais sans doute beaucoup plus naïf que Étienne ici aujourd'hui. Et j'ai presque voulu y croire. Je n'ai pas forcément voté pour lui, mais on n'a pas un problème de personne. On n'a pas un problème de personne. C'est pas un problème de personne. On a un problème d'institution. Et donc aujourd'hui, cette histoire Benalla est un scandale, est une insulte. Remplacer Macron, si vous remplacez Macron, vous mettrez à la place de Crapula, vous mettrez Crapule B et vous n'aurez rien changé. C'est pour ça qu'il faut que les Gilets jaunes enlèvent. Et c'est pour ça que les Gilets jaunes. Alors, il y a des Gilets jaunes qui se focalisent sur Macron, et moi, à chaque fois que je les vois, et qui voudraient en découdre, et moi, à chaque fois que je les vois, je leur dis il se passe chez vous, il se passe chez les Gilets jaunes quelque chose de révolutionnaire, de tout à fait historique, inédit dans l'histoire des hommes, et que vous devriez développer pacifiquement, comme vous savez le faire, en dehors des manifestations. Et en oubliant Macron, parce que notre problème, c'est pas Macron, c'est notre absence d'institution. Vous êtes en train, pour un grand nombre et un nombre croissant d'entre vous, vous êtes en train de devenir constituant. C'est ça qui va changer. Il faut pas que ça se cantonne à la France, il faut que ça se multiplie en Italie, en Angleterre. Là, je vais aller à Bruxelles ce week-end. Il y a quelque chose qui me dérange avec les Gilets jaunes. Et moi, je vais le dire. Moi, j'étais complètement Gilet jaune au départ. J'étais sur les ronds-points au départ. C'est chic à Neuilly. Non, c'était pas à Neuilly, c'était en Normandie. Mais les gens ne savent pas forcément qui je suis, mais ça m'empêche pas de faire ce que je veux non plus. Alors, j'y étais, et sur les ronds-points, il y avait ni de droite, ni de gauche, ni d'en haut, ni d'en bas. Il n'y avait que des gens qui en avaient ras-le-bol des taxes, qui en avaient ras-le-bol des impôts, et qui en avaient du mal à vivre dans cette France qui aujourd'hui est un enfer fiscal. Moi, le problème que j'ai avec les Gilets jaunes aujourd'hui, c'est que après avoir été sur les ronds-points, parce que la France est un enfer fiscal et un enfer de taxes pour tout le monde, pour tout le monde. Parce que les gens qui avaient de l'argent, ça fait longtemps qu'ils sont partis, donc il ne faut pas se focus sur eux. Ça fait longtemps qu'ils sont partis, tous ces gens. Il n'y a qu'à aller voir au Portugal. Donc c'est pas l'enfer, donc. Mais pour eux, non, plus. Mais pour ceux qui restent, oui.
Ben oui, voilà, donc c'est l'affaire pour les pauvres. Quoi, maintenant, le problème que j'ai avec les Gilets jaunes, c'est qu'on entend, il faut remettre l'ISF, il faut taxer les riches, il faut prendre l'argent des riches. On ne peut pas commencer quelque chose en disant, c'est un enfer pour tout le monde, et la solution, c'est toujours la même chose, on va les taper ceux qui ont un petit peu plus, tout le monde, pour que tout le monde ait rien. Parce que c'est pas en prenant l'argent à ceux qui en ont un petit peu que les autres en auront beaucoup. Non, mais attendez. Là, vous êtes en train de commencer un débat. Vous savez bien qu'il faut un impôt. Vous savez bien qu'il faut un impôt. Vous imaginez une société sans impôt. Comment vous allez. Ce qu'on peut imaginer, c'est que 48% de prélèvements. Mais ça dépend. Mais la France très en dehors du jeu européen. Au-delà de 33. C'est du vol. Mais pourquoi mais pas du tout. Ça dépend de ce qu'on nous rend en échange. Si on vous rend en échange un service hospitalier qui est le meilleur du monde, le mot important, pourquoi pas. Le mot important de ce que vous devez dire, c'est rendre. Avant de rendre, les gens, ils prennent. Et Charles, moi, je pense qu'il faudrait prendre un petit peu moins et que ceux qui sont de l'autre côté s'attendent à avoir un petit peu moins aussi. Je pense que tout le monde serait bien plus heureux. On va pas refaire ce débat-là. Parce que pour donner, il faut l'arrêter parce que c'est aussi simple que ça. Je vous ai laissé parler, j'ai pris une position un petit peu plus en retrait. Nous arrêtons cette émission. Je comprends que Benalla vous passionne pas. Bien. Ma théorie reste en l'air, nous la verrons confirmée ou pas. Dans tous les cas, messieurs, merci beaucoup. C'était pas mal, c'était... merci, monsieur Chouard, vous étiez bien. Je rappelle votre bouquin, Notre cause commune. Je pense qu'elle va s'incruster. Il va y avoir un cahier d'exercice qui va sortir aussi. Il va y avoir un cahier d'exercice. Pour nous entraîner. Ah oui, pour nous entraîner à la 6e. Non, la première démocratie. À la première, ok. Ah oui. On reset tout, alors. Très bien. Oui. Messieurs, merci de votre présence. À très bientôt, puisque la prochaine émission, c'est dans 15 jours. Ce sera la 44e, vous vous rendez compte. C'est mon département de naissance. À bientôt. Au revoir.